On peut bien libéraliser un marché tout en l'organisant. La crise a réveillé le Sénégal, mais il continue à dépendre des importations et donc de l'évolution des prix de l'autre côté de la planète, chez les maîtres du riz. Personne ne profite sur la marché. À Bangkok, qui se souvient de la crise? Les affaires ont repris leur cours normal. Au ministère du Commerce, un gros stock de riz est mis aux enchères. 2,5 millions de tonnes qui auraient permis d'éviter bien des problèmes s'il avait été vendu au moment de la crise. Comme toujours, c'est le ministre du Commerce en personne qui vient présider la vente. Cette vente est très importante parce que nous avons de gros stocks de riz et que nous arrivons à la saison de la nouvelle récolte. Donc il faut libérer les silos. 8 millions de tonnes de riz vont arriver. C'est donc un bon timing pour le commerce. Autour de la table, les représentants des grands exportateurs thaïlandais viennent de remettre leurs propositions d'achat. En apparence, tout est clair, mais les ententes entre gouvernement et exportateurs sont régulièrement dénoncées dans les médias. Ces accusations ne parviennent pourtant pas à ébranler le système. Le riz reste un marché de gré à gré et les affaires ne se règlent pas uniquement par téléphone ou Internet. Rien ne remplace le contact direct. Les traders ne restent donc pas cloîtrés dans leur bureau de Genève. Il faut savoir qui fait le marché pour savoir où sont les opportunités. En Thaïlande, les exploitateurs n'ont plus vraiment prise sur le marché. Aujourd'hui, le plus gros faiseur dans le marché, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui donne un prix de support aux paysans et donc qui achète du riz. Et à partir de là, il faut qu'ils le revendent dans le marché. Et maintenant, si le marché international est plus haut que le prix minimum garanti par le gouvernement, là, les exploitateurs sont de nouveau des faiseurs. Mais sinon, ils ne le sont pas. Korpsou Kiamsuri est avide d'informations sur la situation du marché mondial. Celles fournies par un trader de Genève sont précieuses. Et c'est d'Afrique qu'il est tout d'abord question. Pour ce qui concerne la demande, au Mali par exemple, ils ont eu une très bonne récolte. Ils parlent d'une production de 800 000 tonnes, ce qui en théorie pourrait leur permettre d'exporter. Je pense que ce chiffre est un peu exagéré, mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'importer beaucoup en ce moment. D'après ce que je sais, l'agriculture n'est pas encore une priorité pour l'Afrique. C'est sans doute lié à son histoire. Les Africains ont toujours été des chasseurs ou des éleveurs, mais pas vraiment des agriculteurs. Bien sûr, ils ont beaucoup de terres et ils pourraient se lancer dans l'agriculture. Reste à savoir s'ils le veulent ou non. Les Africains ont le choix entre se lancer dans un travail laborieux ou vendre leur pétrole, ce qui serait beaucoup plus facile et leur apporterait plus de revenus. Je crois que l'Afrique a le potentiel de devenir autosuffisante en riz. Mais avoir le potentiel ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir y arriver facilement. Par ailleurs, j'ai également appris que les Africains n'aiment pas travailler dans l'eau. Ils y attrapent une maladie, la bilharziose, qui attaque les reins. Donc beaucoup d'Africains ne veulent pas trop approcher de l'eau. Il n'y a qu'à voir, les Africains sont souvent assez forts physiquement, mais il n'y a pas de champion olympique de natation chez eux. Ils n'aiment vraiment pas l'eau. Et c'est peut-être ce facteur culturel qui empêche les Africains de produire du riz. Mais bon, ce n'est que mon avis.
d'affaires à Bangkok pour le trader Conrad Crayfield. Cette fois, c'est avec le numéro 2 des exportateurs thaïlandais, Asia Golden Rice. Derrière les portes discrètes d'un restaurant japonais, il est à nouveau question de l'Afrique et de ses récoltes en hausse. Et d'un pays qui importerait de moins en moins de riz, le Mali. Direction le Mali, à 240 km au nord-est de Bamako, Ségou, sur les rives du grand fleuve Niger. Toute la vie s'organise ici autour des précieuses ressources en eau du fleuve Niger. Un fleuve qui traverse le pays sur 1700 km et permet aux Maliens de cultiver du riz. La crise du printemps 2008 est passée par là, et la filière jusqu'ici peu soutenue devient une priorité du gouvernement. Pour nous, en tant que pays, comme le Mali, qui a des superficies rizicultivables aussi importantes, ne pouvait qu'envisager une réponse que nous appelons, disons, structurelle. Parce que dans toute crise, il y a les aspects négatifs, mais il y a aussi les fenêtres d'opportunité. Un pays comme le Mali, avec le président Touré, a toujours considéré depuis quelques années que son avenir, c'est être véritablement un grand pays producteur de céréales. C'est une première. Le Mali annonce qu'il peut désormais se passer du riz d'importation. Il serait autosuffisant et capable d'exporter vers les autres pays de l'Ouest africain. Pour conforter sa position de grand pays producteur de riz, le Mali compte aussi sur une nouvelle semence. Les chercheurs du Centre du riz pour l'Afrique ont relevé un véritable défi. Créer une variété de riz pluvial qui n'a besoin que de l'eau de la saison des pluies, résistant aux contraintes climatiques et à haut rendement. Ce nouveau riz s'appelle Nerica, New Rice for Africa. En 2009, les récoltes sont meilleures et c'est en grande partie grâce au Nerica. Oui. Pourtant, ni les efforts des riziculteurs dans la vallée du Niger, ni les prouesses des chercheurs, ni les discours des politiques ne suffisent à changer la réalité malienne. La réalité malienne, c'est aussi le village de Samanko, à 2 pas de la capitale. Tout le monde parle ici du Nerica qui viendrait changer la vie. Le problème majeur, c'est la nourriture, vraiment. Souvent, il y a des familles qui ne mangent pas dans la journée à cause d'argent pour acheter le riz. Parce qu'on n'a pas les moyens. Mais je demande que si on pouvait avoir la possibilité de cultiver les riz Nerica ici,
Il y a la terre, mais il n'y a pas de fumier. On n'a pas les moyens de labourer. Il y a beaucoup de choses, quoi. Si on peut avoir un moyen pour cultiver ça, ça leur plaît, quoi. Qui vous a parlé du riz Nerica? Parce qu'on a vu ça dans les villages environnants et dans la télévision aussi. Donc vous avez vu qu'il y a des villages environnants qui cultivent le riz Nerica? Oui, oui. Et ça marche bien? Oui, ça marche. Et pourquoi vous ne leur demandez pas à eux comment faire pour en avoir? Oui, il y a des gens, on a essayé de faire ça ici, mais il n'y a pas de fumée et on n'en trouve pas les grains, comment dire cela? Les semences. Voilà, les semences. Voilà, on n'a pas de semences et puis il faut labourer la terre pour faire ça. La dépense, ça va dans les 1 hectare, on peut dépenser 150 comme ça pour la dépense. Et celui qui n'a pas les moyens de faire ça, il ne peut pas cultiver. Voilà. En attendant que les semences Nerica parviennent à Samanco, un autre problème reste à régler au Mali, celui de la propriété de la terre. Comme dans beaucoup de pays africains, la terre appartient encore à l'État qui la distribue parcimonieusement. Mais les riziculteurs veulent plus de terre à cultiver. Leur syndicat, le Sexagon, en fait l'une de ses principales revendications. Nous, on a eu la chance cette année que le gouvernement a fait quelque chose pour le devant. Ils ont quand même subventionné un peu la terre. Les superficies sont petites. Il y a des gens qui sont installés sur une parcelle de 3 hectares depuis 1971. À ce jour, ils continuent à exploiter ces 3 hectares. Donc il faut augmenter la superficie pour qu'on puisse avoir beaucoup de production et envoyer ailleurs. Avec les petites superficies, on ne s'en sortira jamais. Les engrais sont chers, les pesticides sont chers, il est obligé de repiquer, les frais de repiquage, la redevance eau a augmenté. Donc il n'arrive pas, il ne peut plus s'en sortir. Quand il enlève tous ces frais là-dedans, là, il n'a même pas de quoi vivre encore. Quelqu'un qui a 1 hectare, une histoire va avoir 5 tonnes ou 6 tonnes à l'hectare, compte tenu du coût de production, compte tenu des charges, vraiment le président n'a plus rien que 100 000 francs pour un père de famille qui a à peu près 40 bouches à nourrir. Est-ce qu'avec les 100 000 francs, payer de quoi manger, et puis en cas de maladie, comment soigner l'enfant ou bien la femme qui est malade, vous voyez, ce qu'il faut que... Donc, obligatoirement que le paysan fasse autre chose qui n'est pas l'agriculture. Sinon, avec sa propre récolte, vraiment, il a des problèmes. Le sort des riziculteurs maliens reste difficile. Il faudra du temps, de l'argent et une véritable volonté politique pour que les stratégies de développement promises deviennent une réalité pour les Maliens.